vous ne comprendrez jamais véritablement une femme, jusqu'à ce que vous regardiez ce qu'elle tente de cacher à elle-même. Dans les recoins les plus sombres de la conscience féminine se cachent des vérités que la société moderne préfère ignorer. Des vérités sur le désir, la liberté et l'angoisse fondamentale d'exister. Je suis Jean-Paul Sartre et aujourd'hui, je vais vous emmener dans les profondeurs de l'existence féminine, là où peu osent s'aventurer. La femme n'est pas ce que vous croyez. Elle n'est pas ce qu'elle-même croit être, car comme tout être humain, elle est condamnée à porter le fardeau insoutenable de sa propre liberté. Mais sa condition est doublement pesante. Elle existe pour elle-même et elle existe comme objet du regard masculin. Cette dualité fondamentale crée une tension existentielle que peu d'hommes sont prêts à reconnaître. Pourquoi tant d'hommes échouent-ils à comprendre le désir féminin? Parce qu'ils le cherchent comme une chose fixe, un objet à saisir, alors qu'il est mouvement perpétuel, contradiction vivante, négation et affirmation simultanée. Le désir féminin n'est pas une énigme à résoudre, mais une conscience en mouvement à accompagner. Notre époque moderne a prétendu libérer la femme, lui donner droit à son propre désir. Mais cette prétendue libération n'a fait que déplacer ses chaînes, car on lui a dit « Sois libre, mais reste désirable. Sois autonome, mais n'oublie pas ta féminité. Sois forte, mais pas trop, pour ne pas menacer. » La femme se retrouve ainsi face à une liberté frauduleuse, une liberté qui la renvoie sans cesse à l'image que l'autre veut d'elle. Dans cette analyse, nous plongerons au cœur de ces contradictions, non pour les résoudre, car l'existence est irréductible à toute explication causale simpliste, mais pour les regarder en face, dans leur vérité nue. Nous verrons comment le désir féminin se construit dans la tension entre être pour soi et être pour autrui, comment il navigue entre la mauvaise foi et l'authenticité, comment il cherche à transcender les limites que la société, l'histoire et la biologie semblent lui imposer. Ce que nous allons explorer ensemble n'est pas une vérité confortable. C'est une vérité qui dérange, qui questionne les fondements mêmes de nos relations entre hommes et femmes. Une vérité que beaucoup d'hommes, et parfois de femmes, préfèrent enfouir sous des couches de mythes rassurants et de préjugés commodes. Êtes-vous prêt à abandonner ces illusions? Êtes-vous prêt à regarder l'abîme vertigineux de la liberté féminine? Si oui, alors suivez-moi dans cette exploration de l'existence féminine, dans ses désirs avoués et inavoués, dans ses silences éloquents et ses contradictions fécondes. Car comprendre le désir féminin, c'est peut-être avant tout comprendre que la femme, comme tout être humain, est ce projet perpétuel de se faire, cette tension permanente entre ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas encore. C'est accepter que son désir n'est pas une chose à posséder, mais un horizon mouvant qui recule à mesure qu'on croit s'en approcher. Le désir féminin échappe à la logique cartésienne que l'homme tente désespérément de lui imposer. Il n'est pas un problème à résoudre, mais une dialectique vivante qui se déploie dans l'existence. L'erreur fondamentale des hommes est de croire que le désir féminin fonctionne selon leurs propres modalités. Ils imaginent qu'il est linéaire, direct, orienté vers un but clairement défini. Mais le désir féminin est multiple, contradictoire, circulaire. Il se nourrit de ses propres ambiguïtés et trouve sa puissance précisément là où la logique masculine voit des incohérences. Une femme peut désirer ardemment ce qu'elle repousse et repousser ce qu'elle désire profondément. Non par caprice ou par jeu pervers, comme le prétend la misogynie ordinaire, mais parce que son désir s'inscrit dans une temporalité différente. Le désir féminin n'est pas un simple appétit à satisfaire dans l'immédiat. Il est mémoire et anticipation. Il traverse le temps et l'espace de l'existence. La femme porte en elle le poids d'une histoire collective où son désir a été systématiquement nié, réprimé, pathologisé.
comment s'étonner alors que ce désir prenne des formes détournées, qu'il emprunte des chemins sinueux, qu'il se manifeste parfois par son contraire apparent. Le désir féminin est toujours en situation, toujours contextualisé par une histoire personnelle et collective qui le façonne. Prenons cette situation que tant d'hommes trouvent incompréhensible. Une femme qui désire un homme mais le rejette quand il s'approche trop. La logique masculine y voit une contradiction absurde, mais dans la perspective existentielle, cette apparente contradiction révèle une vérité plus profonde. Le désir n'est pas seulement désir de l'autre, mais désir de maintenir le désir lui-même. La femme sait d'instinct ce que l'homme oublie souvent, que la satisfaction immédiate peut tuer le désir, que la distance est parfois nécessaire pour que le désir respire et s'intensifie. Ce qui apparaît comme illogique aux yeux de l'homme est en réalité une logique plus subtile, une intelligence du désir qui comprend que celui-ci se nourrit d'obstacles autant que d'occasions, d'absence autant que de présence. Le désir féminin est dialectique. Il avance par négations successives, par tensions résolues puis recréées. Et puis, ne nous y trompons pas, le désir féminin est politique. Dans un monde où le corps de la femme a été colonisé, instrumentalisé, où son plaisir a été marginalisé, son désir devient acte de résistance. Quand une femme refuse de se conformer à ce qu'on attend de son désir, quand elle le vit selon ses propres termes, fussent-ils contradictoires ou ambivalents, elle affirme sa liberté contre le déterminisme social qui voudrait la réduire à un objet de désir prévisible. Les hommes qui se plaignent de ne pas comprendre les femmes refusent en réalité de faire l'effort de penser au-delà de leur propre catégorie. Ils voudraient que le désir féminin soit simple, transparent, qu'il s'exprime dans un langage qu'ils maîtrisent déjà. Mais le désir féminin est une langue étrangère qui exige d'eux qu'ils deviennent élèves, qu'ils apprennent à écouter, autrement à percevoir ce qui se dit dans les silences, à lire ce qui s'écrit entre les lignes des gestes et des regards. Comprendre le désir féminin, c'est accepter qu'il n'est pas à comprendre au sens d'une explication définitive, mais à accompagner dans son mouvement, dans ses fluctuations, dans sa beauté complexe qui échappe à toute simplification. Derrière le masque de force que tant de femmes affichent au monde se cache souvent une carence silencieuse, un vide qui hurle dans le silence. Cette force n'est pas feinte, elle est réelle, forgée dans l'adversité, dans la nécessité quotidienne de naviguer un monde qui n'a pas été construit pour elle, mais elle coexiste avec une vulnérabilité fondamentale que peu osent reconnaître. La femme moderne est prisonnière d'une injonction paradoxale. Être forte sans menacer, être indépendante, sans renoncer à séduire, être autonome tout en restant disponible pour les besoins émotionnels des autres. Cette position intenable crée une fracture intérieure, un espace vide où résonne l'absence de reconnaissance authentique, car ce que désire profondément la femme, au-delà du plaisir physique, au-delà même de l'amour romantique conventionnel, c'est d'être reconnue dans sa totalité, non pas admirée pour ce qu'elle représente ou pour ce qu'elle peut offrir, mais reconnue dans son être entier, avec ses contradictions, ses ambiguïtés, sa puissance et sa fragilité simultanée. Cette carence de reconnaissance crée une soif existentielle qui ne trouve que rarement à s'étancher. L'homme qui croit combler une femme par sa seule présence physique, par la satisfaction sexuelle qu'il lui procure ou par la sécurité matérielle qu'il lui offre, passe complètement à côté de cette dimension essentielle du désir féminin. La femme forte que vous admirez porte en elle un gouffre de solitude existentielle dont vous n'avez pas idée. Cette solitude n'est pas simplement l'absence de compagnie,
C'est l'expérience d'être fondamentalement incomprise, réduite à des rôles sociaux, à des fonctions, à des stéréotypes qui ne rendent jamais justice à la complexité de son être. Regardez attentivement et vous verrez les signes de cette carence silencieuse. Dans l'excès de responsabilité qu'elle assume, dans son perfectionnisme exténuant, dans son besoin compulsif de prendre soin des autres au détriment d'elle-même. Ce ne sont pas là des traits de caractère innés, mais des stratégies d'adaptation face à un monde qui lui demande constamment de prouver sa valeur. La tragédie est que cette force apparente devient souvent un piège. Plus une femme démontre sa capacité à tout gérer, plus on attend d'elle qu'elle continue de le faire, sans jamais reconnaître le coût intérieur de cette performance perpétuelle. Et plus elle excelle dans cette démonstration de force, plus elle rend invisible la carence fondamentale qui l'habite. Ce que les hommes refusent souvent d'admettre, c'est leur propre complicité dans le maintien de ce système. Ils admirent la force féminine tout en profitant. Ils célèbrent l'indépendance féminine tout en s'appuyant sur le travail émotionnel gratuit que les femmes continuent de fournir. Ils désirent une femme puissante, mais reculent devant les implications de cette puissance, notamment la nécessité de se remettre eux-mêmes en question. Le désir féminin authentique inclut le désir de ne plus avoir à être forte en permanence, de pouvoir déposer le masque sans être immédiatement dévalorisé ou abandonné. Il inclut le désir d'une vulnérabilité réciproque, où l'homme accepterait lui aussi de révéler ses faiblesses, ses peurs, ses incertitudes, créant ainsi un espace de reconnaissance mutuelle. Mais pour cela, il faudrait que l'homme accepte de descendre de son piédestal illusoire, qu'il renonce à son propre mythe de force inébranlable et d'autosuffisance émotionnelle. Il faudrait qu'il accepte de voir dans la femme non pas un complément à son existence, mais une autre conscience, aussi complexe et contradictoire que la sienne, aussi habitée par le vertige de la liberté. Le sexe, cette danse des corps qui promet la fusion des consciences, devient souvent pour la femme un paradoxal bouclier contre la douleur existentielle. Non pas refuge dans le plaisir, comme on pourrait naïvement le croire, mais stratégie, complexe d'évitement et d'affirmation simultanée. Dans l'acte sexuel, la femme se trouve confrontée à une contradiction fondamentale. Elle est à la fois sujet désirant et objet désiré, conscience qui s'affirme et corps qui s'abandonne. Cette dualité, loin d'être résolue dans l'étreinte, s'y cristallise avec une intensité particulière. Beaucoup d'hommes croient encore que le sexe est pour la femme, comme il l'est souvent pour eux, un moment de simple abandon aux sensations, une parenthèse de plaisir dans le flux de l'existence. Quelle naïveté! Le sexe n'est jamais simple pour un être dont le corps a été historiquement le lieu de tant de projections, de contraintes, d'appropriation. Pour de nombreuses femmes, l'hyperactivité sexuelle devient une forme sophistiquée de fuite. Fuite devant l'angoisse de la solitude, certes, mais plus profondément, fuite devant la responsabilité écrasante de définir soi-même le sens de sa vie. Dans la répétition compulsive des rencontres sexuelles, la femme peut trouver l'illusion temporaire d'échapper à sa propre liberté, cette liberté qui est aussi un fardeau, cette obligation de se choisir sans cesse qui définit la condition humaine. Le sexe offre alors ce que j'ai appelé ailleurs une mauvaise foi particulièrement efficace. En se réduisant volontairement à son corps, en s'identifiant à l'image que le désir masculin projette sur elle, la femme peut momentanément fuir l'angoisse d'être une conscience libre face au néant. Elle devient ce qu'on attend d'elle, ce qu'on désire qu'elle soit, et trouve dans cette aliénation consentie un curieux soulagement. Mais ne nous y trompons pas, cette stratégie n'est pas sans conséquences. Car le sexe qui sert de bouclier contre la douleur existentielle finit invariablement par l'exacerber.
Chaque étreinte qui ne réalise pas la reconnaissance authentique que la femme recherche au fond d'elle-même creuse davantage le vide qu'elle tentait de combler. Ce cercle vicieux explique ces comportements que tant d'hommes jugent incompréhensibles. Ces femmes qui multiplient les partenaires tout en se plaignant de ne jamais se sentir comblées. Ces femmes qui recherchent frénétiquement l'intensité sexuelle, mais restent insatisfaites même après l'orgasme le plus puissant. Ces femmes qui alternent entre périodes d'hypersexualité et retraits brutaux dans l'abstinence ou l'indifférence. Il y a aussi ces femmes qui utilisent consciemment leur pouvoir de séduction comme une arme, comme un instrument de contrôle dans un monde où tant d'autres formes de pouvoir leur sont encore niées ou contestées. La séduction devient alors vengeance, compensation, reprise de contrôle symbolique. L'homme qui s'en plaint après en avoir profité fait preuve d'une hypocrisie particulièrement révoltante. Ce que peu d'hommes comprennent, c'est que pour beaucoup de femmes, le sexe n'est pas tant une question de désir physique que d'identité. À travers lui, elles négocient constamment leur rapport à elles-mêmes, aux autres, au monde. Le plaisir sexuel féminin est inséparable de cette négociation complexe, ce qui explique pourquoi il peut sembler si capricieux, si dépendant du contexte, si difficile à réduire à une simple mécanique des corps. Pour que le sexe cesse d'être un bouclier contre la douleur et devienne véritablement lieu de rencontre entre deux libertés, il faudrait que l'homme accepte de voir dans sa partenaire non pas un mystère à percer ou un territoire à conquérir, mais une autre conscience aussi absolue que la sienne, aussi irréductible à tout déterminisme. Il faudrait qu'il comprenne que le désir féminin n'est pas un objet à saisir, mais un processus à accompagner, une liberté à reconnaître dans son mouvement même. Il faudrait qu'il accepte que le corps féminin n'est pas un instrument de plaisir, mais l'incarnation d'une conscience qui, comme la sienne, cherche désespérément à donner sens à son existence à travers la rencontre avec l'autre. Au cœur du désir féminin se trouve une tension fondamentale qui échappe à la compréhension masculine ordinaire, la dualité entre contrôle et abandon. Cette tension n'est pas accidentelle, elle est constitutive de l'expérience féminine, dans un monde qui exige d'elle à la fois maîtrise parfaite et disponibilité totale. Observez attentivement et vous verrez cette dualité s'exprimer dans toutes les sphères de l'existence féminine. Dans sa vie professionnelle, où on attend d'elle qu'elle contrôle parfaitement ses émotions tout en restant authentiquement féminine. Dans sa vie sociale, où elle doit gérer minutieusement son image tout en paraissant naturelle et spontanée. Dans sa sexualité, où elle doit orchestrer son plaisir tout en s'abandonnant à l'instant. Cette injonction contradictoire crée une fracture intérieure que la femme tente sans cesse de résoudre dans un équilibre précaire, toujours à reconstruire. L'homme qui ne voit pas cette lutte quotidienne ne peut comprendre les apparentes contradictions du désir féminin. Prenons l'exemple de la femme qui contrôle méticuleusement tous les aspects de sa vie quotidienne. Son alimentation, son agenda, son apparence, mais qui, dans l'intimité sexuelle, recherche l'expérience de l'abandon total, parfois jusqu'à des formes de soumission qui scandalisent les esprits superficiels. Cette femme n'est pas incohérente. Elle cherche désespérément à résoudre dans le privé une tension qui la déchire dans le public. Ou encore, considérons la femme qui occupe une position d'autorité professionnelle, qui dirige, décide, assume de lourdes responsabilités, mais qui, dans sa vie amoureuse, rêve d'être prise en charge, d'être l'objet d'une initiative masculine déterminée. Là encore, il n'y a pas contradiction, mais tentative de compensation, recherche d'un équilibre global. Cette dualité contrôle-abandon n'est pas un simple trait psychologique. Elle est la conséquence existentielle d'une situation historique. Dans un monde patriarcal, la femme a dû développer une hyperconscience d'elle-même, une vigilance permanente sur son comportement, son apparence, ses paroles.
Ce contrôle imposé de l'extérieur s'est progressivement intériorisé jusqu'à devenir partie intégrante de l'expérience féminine. Simultanément, ce même monde patriarcal a constamment valorisé l'abandon féminin, dans la sexualité, dans la maternité, dans le dévouement aux autres, comme essence de la vraie féminité. Cette double contrainte a créé une tension existentielle que chaque femme doit gérer à sa manière. Le désir féminin authentique inclut souvent le désir paradoxal d'un abandon qui ne soit pas une défaite, d'une perte de contrôle qui ne soit pas une aliénation. Elle cherche l'expérience rare et précieuse de pouvoir relâcher sa garde, de pouvoir exister sans cette hyper-conscience d'elle-même qui l'accompagne partout ailleurs. L'homme qui comprend cela cesse de voir une contradiction, là où il y a en réalité une quête de complétude. Il cesse d'interpréter comme caprice ou indécision ce qui est en fait une navigation complexe entre des exigences contradictoires. Il commence à percevoir le désir féminin non comme une énigme à résoudre, mais comme un équilibre dynamique à respecter, car ce que désire la femme, au fond, ce n'est ni le contrôle absolu, ni l'abandon total, mais la liberté de circuler entre ses pôles sans être jugée, la possibilité de résoudre à sa manière cette tension constitutive de son être au monde. Elle désire un espace où cette dualité puisse s'exprimer sans avoir à se justifier, où elle puisse être à la fois forte et vulnérable, active et réceptive, sans que ses positions soient hiérarchisées ou essentialisées. L'homme qui refuse de voir cette complexité, qui demande à la femme d'être cohérente selon ses propres critères masculins de cohérence, ne fait que perpétuer la violence symbolique qui force la femme à se diviser contre elle-même. Il devient complice, inconscient d'un système qui refuse à la femme le droit fondamental de définir elle-même les termes de son existence. Examinons maintenant un phénomène particulièrement révélateur, celui de la femme qui semble incapable d'exister hors d'une relation amoureuse, qui passe d'un partenaire à l'autre comme si son être même dépendait de cette connexion perpétuelle avec un autre. Ce comportement, souvent pathologisé ou ridiculisé, mérite une analyse existentielle plus profonde. Cette femme n'est pas simplement dépendante affective, comme le veut la psychologie vulgaire. Elle est aux prises avec une condition existentielle particulière, celle d'un être dont l'identité a été historiquement définie par sa relation à l'autre. Pendant des siècles, la femme n'a existé socialement que comme fille d'eux, épouse d'eux, mère d'eux. Son identité propre, sa valeur intrinsèque, ont été systématiquement niées au profit de sa fonction relationnelle. L'émancipation politique et économique des femmes n'a pas automatiquement effacé cette structure existentielle. Beaucoup de femmes continuent de vivre avec l'impression vertigineuse que, sans le regard de l'autre pour les confirmer dans leur être, elles risquent de sombrer dans le néant. L'amour devient alors non pas un enrichissement de l'existence, mais une condition préalable à toute existence significative. Ce vide que tant de femmes cherchent à combler par l'amour n'est pas un vide psychologique ordinaire. C'est le vertige de la liberté, l'angoisse face à la nécessité de se définir soi-même dans un monde qui n'offre plus les repères traditionnels, mais qui n'a pas encore véritablement accepté l'autonomie féminine. La femme moderne se trouve ainsi dans une position paradoxale, formellement libre de se définir, mais évoluant dans un monde qui continue subtilement de la renvoyer à sa relation avec l'homme comme source principale de validation. Est-il étonnant dès lors que beaucoup recherchent frénétiquement cette validation, allant parfois jusqu'à se perdre complètement dans des relations destructrices? Ce que l'homme interprète souvent comme un excès d'amour, cette apparente fusion de la femme avec son partenaire, cette dissolution apparente de ses frontières individuelles, est en réalité une tentative désespérée d'échapper à l'angoisse existentielle. En devenant celle qui est aimée,
La femme peut momentanément fuir la question vertigineuse de qui elle est vraiment, de ce qu'elle veut vraiment pour elle-même. Cette stratégie est bien sûr vouée à l'échec, car aucun amour humain, aussi intense soit-il, ne peut résoudre la question fondamentale de notre être. L'autre, même le plus aimant, ne peut nous définir sans nous réduire, ne peut nous remplir sans nous aliéner. La femme qui cherche dans l'amour la solution à son vide existentiel se condamne à une déception perpétuelle. Pourtant, il serait trop facile de simplement condamner cette attitude comme une faiblesse ou une immaturité. Car cette quête relationnelle, malgré ses impasses, exprime aussi une vérité profonde que notre culture individualiste tend à nier. Nous sommes des êtres fondamentalement relationnels. Notre identité se construit toujours dans l'intersubjectivité, dans la reconnaissance mutuelle. Le problème n'est pas que la femme cherche dans la relation une partie de son identité. Nous le faisons tous, hommes et femmes. Le problème est que la relation amoureuse reste investie, pour la femme spécifiquement, d'un poids existentiel disproportionné, comme si elle était la seule forme de reconnaissance véritablement validante. Pour sortir de cette impasse, il ne suffit pas que la femme apprenne à être seule ou s'aime elle-même d'abord, comme le suggèrent les platitudes de la psychologie populaire. Il faut une transformation plus profonde de notre conception même de l'identité et de la relation. Il faut reconnaître que nous sommes tous, hommes et femmes, des êtres de relation, mais que ces relations doivent être multiples, diverses, et qu'aucune d'entre elles ne peut à elle seule définir qui nous sommes. L'homme qui comprend cela cesse de voir dans l'intensité relationnelle féminine une menace pour son autonomie ou une responsabilité écrasante. Il y reconnaît plutôt une invitation à repenser sa propre existence relationnelle, à sortir du mythe de l'autosuffisance masculine pour entrer dans une intersubjectivité plus authentique, où chacun reconnaît à la fois sa dépendance fondamentale à l'autre et l'impossibilité pour l'autre de combler entièrement son vide existentiel. À l'opposé apparent de la femme qui aime pour ne pas se sentir vide, nous trouvons celle qui affiche une indépendance farouche, qui semble n'avoir besoin de personne, qui construit sa vie comme une forteresse impénétrable. Cette femme, souvent admirée pour sa force et son autonomie, porte en elle un secret que peu osent regarder en face. Sa prétendue indépendance est souvent le masque d'une profonde peur d'aimer. Cette peur n'est pas irrationnelle. Elle est la conséquence logique d'une lucidité particulière sur la condition amoureuse dans notre monde. Car la femme sait, d'un savoir incarné que l'homme peut se permettre d'ignorer, que l'amour reste un jeu inégal, un terrain miné où elle risque toujours de perdre davantage que son partenaire. L'indépendance devient alors une stratégie de survie existentielle. En se constituant comme être autosuffisant, en réduisant au minimum ses besoins émotionnels, en évitant toute situation de vulnérabilité affective, la femme tente de préserver l'intégrité d'un être que l'histoire a trop souvent fragmenté, instrumentalisé, subordonné aux besoins et aux désirs des autres. Mais cette stratégie porte en elle sa propre contradiction. Car en refusant radicalement la vulnérabilité inhérente à toute relation authentique, la femme se coupe aussi de la possibilité d'une reconnaissance véritable. Son indépendance devient une prison dorée où elle règne seule sur un royaume de plus en plus étroit. Ce que cette femme craint, au fond, ce n'est pas tant l'amour lui-même que la dissolution de son être durement conquis dans la relation amoureuse. Elle a observé autour d'elle trop de femmes disparaître dans leur rôle d'épouse, de mère, d'amante, perdre peu à peu leur substance propre jusqu'à ne plus exister que comme extension ou reflet de leur partenaire. Elle a vu comment l'amour, en pratique sinon en théorie, continue d'exiger davantage de sacrifices de la part des femmes que des hommes. Sa peur est d'autant plus intense qu'elle sent en elle-même cette tendance à l'effacement, cette capacité à se perdre dans l'autre qu'on a cultivé chez les femmes depuis des millénaires.
Elle craint non seulement que l'autre l'absorbe, mais aussi qu'elle-même se laisse absorber, qu'elle trahisse par amour le projet d'autonomie qui a organisé sa vie. Alors, elle construit des murs, elle établit des règles strictes, elle maintient une distance émotionnelle même dans l'intimité physique. Elle s'investit dans sa carrière, dans ses amitiés, dans des projets qui ne dépendent que d'elle. Elle devient experte dans l'art de donner juste assez pour sustenter une relation sans jamais se risquer au don total de soi. L'homme qui rencontre cette femme se trouve face à un paradoxe qui souvent le déconcerte. Elle semble à la fois désirer une connexion profonde et la fuir activement. Elle l'attire dans son monde pour mieux maintenir la distance. Elle se révèle par fragments soigneusement choisis, mais reste fondamentalement insaisissable. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que cette femme n'est pas en train de jouer avec lui. Elle est en train de négocier avec elle-même le risque existentiel que représente toute relation authentique. Elle tente de résoudre l'équation impossible d'un amour qui ne serait pas aussi une forme de dissolution. Pour que cette femme puisse dépasser sa peur d'aimer, il ne suffit pas qu'elle travaille sur elle-même ou qu'elle guérisse ses blessures du passé, comme le suggère la psychologie superficielle. Il faudrait une transformation radicale des structures mêmes de la relation amoureuse dans notre société. Une redéfinition de l'amour qui ne présuppose plus le sacrifice de l'autonomie féminine comme prix à payer pour l'intimité. Il faudrait que l'homme cesse de voir dans l'indépendance féminine un défi à relever ou un obstacle à surmonter, et qu'il commence à y voir une invitation à repenser sa propre conception de l'amour. Il faudrait qu'il comprenne que le désir de cette femme n'est pas de rester seule, mais d'être reconnue dans la plénitude de son être, y compris dans son besoin d'autonomie. Pour aimer véritablement cette femme, l'homme doit accepter de ne jamais la posséder entièrement, de respecter les espaces qu'elle se réserve, de voir dans sa résistance non pas un rejet, mais une affirmation de sa liberté. Il doit comprendre que l'amour authentique n'est pas fusion, mais reconnaissance, mutuelle de deux libertés qui acceptent de cheminer ensemble sans jamais se confondre. L'une des contradictions les plus douloureuses que porte la femme moderne est son rapport ambivalent à l'idéal romantique. Malgré tous les discours sur l'émancipation féminine, malgré toutes les avancées concrètes dans l'égalité des droits, l'imaginaire romantique continue d'exercer sur la conscience féminine une fascination troublante. Cet imaginaire, que nous connaissons tous, l'amour comme révélation, comme transfiguration de l'existence, comme accomplissement ultime, n'est pas innocent. Il est le produit d'une histoire spécifique, d'une certaine organisation sociale, des rapports entre les sexes. Il a servi et continue de servir à faire accepter aux femmes des limitations très réelles à leur liberté au nom d'un idéal transcendant. La femme contemporaine se trouve ainsi dans une position schizoïde, intellectuellement convaincue de la nécessité de son autonomie, mais émotionnellement encore captive d'un idéal qui pose la relation amoureuse comme horizon ultime de son existence. Elle lutte pour construire une vie qui lui appartienne pleinement, mais continue de mesurer la valeur de cette vie à l'aune d'une réussite amoureuse définie en termes largement patriarcaux. Cette tension crée une souffrance particulière, une forme d'aliénation que la femme a souvent du mal à nommer. Elle se sent coupable de désirer encore ce qu'elle sait être potentiellement une prison. Elle se reproche de ne pas être assez évoluée, assez libérée pour se défaire complètement de cet idéal. Elle oscille entre cynisme défensif et abandon périodique à des espoirs qu'elle sait pourtant illusoires. Pourquoi cette persistance de l'idéal romantique malgré sa critique intellectuelle? Parce qu'il répond à un besoin existentiel profond, celui de donner sens à une existence que la modernité a largement vidée de ses repères traditionnels. Dans un monde désenchanté,
L'amour romantique reste l'une des rares expériences qui promettent encore une forme de transcendance, d'échapper hors de l'absurde quotidien. Pour la femme spécifiquement, l'amour romantique offre aussi la promesse d'une reconnaissance totale que le reste de la société lui refuse encore trop souvent. Être celle qui est aimée, non pas désirée sexuellement, mais véritablement aimée dans la singularité de son être, apparaît comme une compensation à toutes les négations subtiles ou brutales de son humanité qu'elle continue d'expérimenter au quotidien. Le problème n'est donc pas l'aspiration à l'amour en soi, mais la forme spécifique que prend l'idéal romantique dans notre culture. Une forme qui continue d'assigner à la femme le rôle de gardienne du foyer émotionnel, de responsable principale du travail relationnel, d'objet précieux, mais fondamentalement passif que l'homme vient chercher, conquérir, gagner. Cette asymétrie fondamentale de l'imaginaire romantique, où l'homme est sujet actif et la femme objet de la quête, persiste jusque dans les formulations apparemment les plus égalitaires de l'amour contemporain. Elle se perpétue dans une multitude de gestes, d'attentes, de rôles implicites qui organisent la chorégraphie amoureuse et qui maintiennent la femme dans une position d'attente, de disponibilité, d'adaptabilité aux besoins et aux désirs masculins. Ainsi, l'idéalisation de l'amour romantique fonctionne comme une prison dorée. Elle promet à la femme la reconnaissance qu'elle désire légitimement, mais au prix d'une conformité à des rôles qui limitent fondamentalement sa liberté. Elle lui offre l'illusion d'une transcendance, tout en l'enchaînant plus solidement à l'immanence d'une existence définie par et pour l'autre. Pour sortir de cette impasse, il ne suffit pas de dénoncer l'idéal romantique ou d'y renoncer cyniquement. Il faut le transformer radicalement, inventer de nouvelles formes de relations amoureuses qui ne présupposent plus la subordination, même subtile, de la liberté féminine. Il faut imaginer un amour qui soit reconnaissance mutuelle de deux libertés égales, deux projets existentiels autonomes, qui choisissent librement de s'accompagner sans jamais se limiter l'un l'autre. Cette réinvention ne peut être l'œuvre des femmes seules. Elle exige des hommes qu'ils renoncent aux privilèges que leur confère l'organisation actuelle des relations amoureuses, qu'ils acceptent de remettre en question leurs attentes les plus profondes concernant ce qu'une femme doit être et faire. Dans une relation, elle exige surtout une lucidité partagée sur la dimension politique de l'intime, sur la façon dont nos désirs les plus personnels sont façonnés par des structures sociales qui dépassent notre conscience individuelle. Sans cette lucidité, même les intentions les plus sincères d'égalité amoureuse se heurteront aux schémas incorporés qui continuent de définir différemment la masculinité et la féminité. L'amour peut-il être sauvé de sa forme romantique, traditionnelle? Peut-il devenir le lieu d'une véritable émancipation réciproque plutôt que d'une aliénation dorée? C'est l'un des paris existentiels les plus cruciaux qui s'offrent à nous aujourd'hui, hommes et femmes. Un pari qui exige non pas moins d'amour, mais un amour plus conscient, plus courageux, plus révolutionnaire dans ses formes mêmes. Le 9e cercle de cet enfer relationnel est peut-être le plus insidieux, celui du silence émotionnel. Non pas le silence extérieur, facilement identifiable, mais ce silence intérieur, cette incapacité à se dire et à s'entendre qui mine tant de relations entre hommes et femmes. Ce silence prend de multiples formes. Il y a la femme qui a appris à taire ses besoins véritables pour préserver une harmonie de façade. Il y a celle qui exprime ses émotions, mais dans un langage que son partenaire ne sait pas ou ne veut pas entendre. Il y a celle qui a renoncé à dire parce qu'elle a trop souvent fait l'expérience de ne pas être écoutée. Et puis il y a l'homme, souvent incapable d'entendre ce qui se dit dans les silences féminins, trop occupé à chercher des solutions là où il faudrait simplement une présence attentive. L'homme qui confond, écoute et attend de son tour de parole.
L'homme qui réduit systématiquement les émotions féminines à des problèmes qu'il faudrait régler, niant ainsi leur dimension existentielle fondamentale. Ce silence émotionnel n'est pas un simple défaut de communication qui pourrait se résoudre par quelques techniques de dialogue. Il est l'expression d'une incompréhension plus profonde entre deux modalités différentes d'être au monde, deux rapports distincts à l'émotion et à son expression. La femme, généralement, habite ses émotions comme un paysage complexe à explorer, comme un territoire significatif où se révèle la vérité de son rapport au monde. L'émotion n'est pas pour elle un accident, une perturbation passagère de sa rationalité, mais un mode de connaissance à part entière, une manière d'appréhender la réalité dans sa dimension vécue et signifiante. L'homme, lui, a souvent été formé à considérer l'émotion comme une faiblesse, comme un obstacle à surmonter, comme un inconvénient à gérer. Sa relation à sa propre vie émotionnelle est marquée par la méfiance, la distance, parfois même le mépris. Comment pourrait-il, dès lors, accueillir authentiquement l'émotion de l'autre? Cette asymétrie fondamentale crée une situation où la femme se sent constamment incomprise dans l'expression de son être le plus intime, tandis que l'homme se sent perpétuellement dépassé par des attentes émotionnelles qu'il perçoit comme excessives ou irrationnelles. Le silence s'installe alors comme un mur invisible entre deux solitudes qui ne parviennent plus à se rejoindre. Ce silence est d'autant plus destructeur qu'il se nourrit de lui-même. Chaque expérience d'incompréhension renforce la conviction de la femme qu'elle ne peut être entendue et confirme celle de l'homme qu'il ne peut comprendre. Chaque tentative avortée de communication creuse un peu plus le fossé, jusqu'à ce que le silence devienne l'état normal de la relation, ponctué seulement par des explosions périodiques qui ne font que confirmer l'impossibilité du dialogue véritable. Pour sortir de ce cercle vicieux, il faudrait une révolution dans notre conception même de la communication émotionnelle. Il faudrait reconnaître que l'émotion n'est pas l'opposé de la raison, mais sa partenaire nécessaire dans toute appréhension authentique de la réalité. Il faudrait admettre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force, que l'expression authentique de ce que l'on ressent n'est pas une régression, mais un accomplissement humain. Il faudrait surtout que les hommes acceptent d'entrer dans un rapport différent à leur propre vie émotionnelle, qu'ils cessent de se réfugier dans un stoïcisme de façade qui les coupe non seulement des autres, mais aussi d'eux-mêmes. Car c'est précisément cette coupure intérieure qui les rend incapables d'entendre véritablement ce que les femmes tentent de leur dire. Le désir féminin inclut fondamentalement le désir d'être entendu, non pas seulement écouté poliment, mais véritablement entendu dans la complexité et la légitimité de son expérience émotionnelle. Il inclut le désir d'un partenaire capable de supporter la vulnérabilité sans y voir une faiblesse, capable d'accueillir l'émotion sans chercher immédiatement à la résoudre ou à la faire taire. Ce désir n'est pas un luxe, un raffinement, et superflu que l'homme pourrait se permettre d'ignorer. Il est au cœur de toute relation authentique, la condition même d'une rencontre véritable entre deux êtres humains. Sans cette reconnaissance émotionnelle mutuelle, la relation est condamnée à rester superficielle, instrumentale, incapable de survivre aux inévitables épreuves de l'existence. Le silence émotionnel est ainsi la plus insidieuse des violences relationnelle, celle qui nie non pas tel ou tel aspect de l'autre, mais sa vérité existentielle la plus fondamentale. Il est le refus implicite de reconnaître l'autre comme conscience à part entière, comme être habité par une vie intérieure aussi riche et légitime que la sienne propre. Briser ce silence exige un courage que notre culture n'a pas suffisamment valorisé.
Le courage de se dire dans sa vulnérabilité, le courage d'entendre sans juger, le courage d'admettre que nos propres catégories émotionnelles ne sont pas universelles, mais situées, limitées, toujours à enrichir au contact de l'expérience de l'autre. Nous avons traversé ensemble les cercles de cette cartographie du désir féminin, de ses contradictions apparentes, de ses vérités cachées. Il est temps maintenant de revenir à notre question initiale. Quelle est cette vérité brutale que les hommes refusent d'admettre? La voici dans toute sa simplicité dérangeante. Le désir féminin est fondamentalement un désir de reconnaissance. Non pas seulement de reconnaissance sexuelle ou amoureuse, mais de reconnaissance existentielle. Reconnaissance de la femme comme conscience absolue, comme liberté radicale, comme être pour soi irréductible à tout rôle, à toute fonction, à toute définition extérieure. Ce désir de reconnaissance est à la fois parfaitement légitime et extrêmement menaçant pour l'ordre établi. Car reconnaître véritablement la femme dans sa liberté radicale, c'est remettre en question non seulement nos relations personnelles, mais tout le système social qui s'est construit sur la négation subtile ou brutale de cette liberté. C'est pourquoi tant d'hommes, et parfois de femmes, préfèrent s'en tenir à des explications plus commodes, la femme comme mystère biologique, comme énigme psychologique, comme altérité irréductible. Ces explications ont l'avantage de dispenser de tout effort véritable de compréhension. Elles permettent de maintenir la femme à distance respectable, objet d'un désir qui ne remet jamais fondamentalement en cause celui qui désire. Mais ce refus de la reconnaissance authentique se paie cher. Il condamne hommes et femmes à des relations superficielles, instrumentales, marquées par une méfiance fondamentale. Il entretient cette guerre des sexes dont nous faisons tous les frais. Il nous prive de la possibilité d'une rencontre véritable, d'un amour qui ne serait pas un jeu de pouvoir, mais une célébration mutuelle de nos libertés. Pour sortir de cette impasse, il ne suffit pas de proclamer abstraitement l'égalité des sexes. Il faut une transformation bien plus profonde de notre manière d'être au monde et d'être les uns avec les autres. Il faut que les hommes acceptent de renoncer aux privilèges subtils que leur confère encore l'organisation actuelle des rapports sociaux. Il faut qu'ils cessent de voir dans le désir féminin un territoire à conquérir ou une énigme à résoudre, pour y reconnaître l'expression d'une liberté aussi absolue que la leur propre. Cette reconnaissance authentique exige un courage, en particulier, celui de se laisser transformer par la rencontre avec l'autre. Car reconnaître véritablement quelqu'un, ce n'est pas simplement le tolérer dans sa différence, c'est accepter que cette différence nous affecte, nous déplace, nous oblige à remettre en question nos propres certitudes. Pour l'homme en particulier, reconnaître authentiquement le désir féminin implique d'accepter que sa position traditionnelle de sujet désirant et connaissant soit fondamentalement déstabilisée. Il lui faut apprendre à désirer autrement, à se laisser désirer, à exister dans la réciprocité plutôt que dans la conquête. Il lui faut abandonner le fantasme de maîtrise pour entrer dans l'aventure risquée d'une relation entre égaux. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons sortir du labyrinthe de malentendus, de frustrations et de souffrances inutiles où nous enferme notre incapacité collective à regarder en face la vérité du désir féminin. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons inventer ensemble de nouvelles formes de relations qui ne reproduisent pas les hiérarchies du passé sous des apparences modernisées. Peut-être est-ce là la véritable révolution qui nous attend, plus profonde que tous les bouleversements politiques ou économiques. Une révolution dans notre manière même d'être hommes et femmes ensemble. Une transformation radicale de l'amour et du désir qui rendrait enfin possible la reconnaissance mutuelle que nous cherchons tous, au fond, désespérément.
Si ce contenu a touché quelque chose en vous, pensez à le partager avec quelqu'un qui a besoin de comprendre. Ici, nous parlons de ce que beaucoup évitent. Et vous n'avez pas besoin de traverser cela seul.